en plein service. Je me rappelle comme si c'était hier. Je cuisais des Saint-Jacques, d'accord. Et je me suis arrêté d'un coup. Et je me suis dit, waouh, je suis au 2e étage de la Tour Eiffel. Je travaille pour Alain Ducasse. Je suis en train de cuire des Saint-Jacques dans un restaurant 1 étoile Michelin. On dit qu'on n'a qu'une vie. Et si en vrai on n'avait qu'une seule mort? Moi, c'est Oussama. J'ai vu ma vie défiler et depuis, j'ai changé de mental. De l'usine à la fac et de la fac à l'entrepreneuriat, j'ai lancé Artisan d'Esprit. Et si t'es ici, c'est pour entendre des récits vrais de gens qui doutent, qui tombent, mais qui avancent avec foi. Notre but, valoriser les quartiers de France. Parce qu'ils portent des talents, des rêves et des combats. Artisan d'Esprit, c'est des échanges sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Les amis, de retour sur Artisan de l'Esprit. Bon, il faut que je me confesse. C'est la 2e fois que vous me voyez sapper de la même façon avec la même coupe. C'est normal. J'ai pas pris de rechange aujourd'hui vu que j'ai une très très grosse journée. Mais je sais que vous en tiendrez pas rigueur parce que vous êtes les meilleurs. D'ailleurs, vous êtes tellement les meilleurs que vous avez donné de la force que vous allez follow sur Spotify, sur Apple Podcast, mettre un 5 étoiles, même sur YouTube. C'est important les amis. On est en indépendant, c'est votre force qui permet à l'algorithme d'être le mieux visible. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Ceci étant dit, vous connaissez le slogan, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Et aujourd'hui, on écoute l'histoire de notre cher Mehdi Boussena, qui est sur ma gauche. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah. Bah merci, content de te recevoir, Mehdi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Là, j'ai mes petites notes. Mehdi, tu es chef et directeur général du Camondo, qui est un restaurant situé dans le 8e. Très joli restaurant. Merci. Je dis très joli, mais je suis pas encore parti, sincèrement, tu vois. Mais j'ai vu les photos. Je vois beaucoup la cuisine dans ton Insta aussi, donc c'est cool. Il y a une très belle ambiance d'ailleurs, ça se voit. C'est une ambiance plutôt cool, ça va. Et ben c'est cool de l'entendre parce qu'il y a aussi beaucoup de clichés autour de la cuisine, mais on y reviendra tout à l'heure. Pas de souci. Avant d'aller plus loin, tu ne vas pas esquiver la question phare de ce podcast. Je me réjouis un peu, tu sais, je suis un peu sadique. Parce que je sais que tu connais pas la question et tu vas réfléchir, tu vas peut-être même essayer de gagner du temps, mais je vais te la poser quand même. Mehdi, si tu devais écouter ton cœur, qu'est-ce qu'il te le dirait? Comment va-t-il? Mon cœur, comment va-t-il? Oui. Alhamdoulilah. Non, ça c'est le collier d'immunité, tu vois. Non. Mon cœur, il va très bien. Ouais. Franchement, il va très bien. Tu vas me connaître au fil de la discussion, mais je suis quelqu'un de zen, d'apaisé. Voilà, je suis très sociable, je suis très à l'écoute. Donc, mon cœur, il est pareil. Super. Voilà. Merci pour ta réponse. Pas de souci. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier? Ouais. Moi, ça s'est fait en 2 phases. Donc, la première phase, en fait, c'est assez paradoxal. Je suis né à Maisons-Laffitte dans le 78, où c'est une ville qui est assez riche. Mais par contre, mes parents habitaient le Mini-le-Roi dans une cité. Donc, HLM, quartier très populaire, où il y avait beaucoup de mixité, etc. Et ensuite, j'ai déménagé à Sartrouville, où on peut se dire quartier beaucoup plus ghetto, on va dire, pas dangereux, mais on va dire, voilà, où parfois c'était chaud, surtout à l'époque, dans les années 90, où Sartrouville passait souvent à la télé, on va dire, et pas forcément pour les bonnes choses. Moi, j'habitais pas dans les cités. Mes parents avaient un petit pavillon juste à côté. Mais par contre, j'ai vécu, moi, quand je sortais, je sortais dans la cité vraiment. Par mon éducation, j'ai toujours été droit, jamais fait de grosses bêtises, j'ai toujours bien travaillé à l'école. Tu te faisais pas remarquer, t'es vraiment... Non, je me faisais pas remarquer. Ouais. Mes parents m'ont toujours dit que c'était important de bien travailler à l'école pour ensuite faire un bon métier, etc. J'ai toujours pris exemple sur mes parents.
Mes parents, c'était des grands bosseurs. Mon père, il est arrivé très jeune d'Algérie. Pendant ses études, il faisait des ménages le soir. Ma mère, c'était pareil. Elle a tout de suite travaillé. Donc, ils nous ont tout donné, mes parents. Une bonne éducation. On n'a jamais manqué de rien, mais on a tout de suite pris exemple sur eux. Donc, ma jeunesse, voilà, j'ai manqué de rien. Alhamdoulilah. On m'a, je pense, donné une bonne éducation et pour ça, je remercie mes parents. Ça se voit, hein, sincèrement, ça se voit. C'est vrai. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça fait plaisir. Franchement, c'est mes parents et mes grands-parents parce que j'ai aussi été élevé par mes grands-parents du côté de ma mère, où on était, comme mes parents travaillaient quand même pas mal, du coup, ils nous ont gardés. Et du coup, ça fait aussi la différence et c'est aussi grâce à eux. Toi, au niveau de ta scolarité, à la base, tu t'es pas orienté vers la cuisine. Pas du tout. Non, j'ai fait un cursus classique en troisième, donc j'avais des bonnes notes, mais tu connais les conseillères de désorientation. Oui, spécialiste. C'est des spécialistes. Donc moi, à la base, je voulais travailler dans les laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'était mon premier, on va dire. Je voulais être biologiste. Pourquoi t'as connu quelqu'un dans ton environnement qui Pas du tout. En fait, j'étais fan. J'aimais bien Ushuaïa Nature. J'aimais bien Nicolas Hulot. Tu vois, j'étais un grand fan de Nicolas Hulot et je voulais, bon, même s'il lui arrive des choses un peu bizarres en ce moment et je cautionne pas du tout, mais à l'époque, j'étais fan de son émission. Moi, je voulais aller à l'encontre des animaux, des peuples, etc. Et je voulais faire de la bio. Et du coup, arrivé en troisième, je dis ça à la conseillère et la conseillère me dit fais un bac STL, sciences techniques de laboratoire, tu vas voir. Et pour ça, à Sartrouville, au lycée, il n'y avait pas. Du coup, je suis allé à Saint-Germain-en-Laye. Et arrivé à Saint-Germain-en-Laye, la CPE, à l'époque, me dit mais vu tes notes, pourquoi tu fais pas un bac S? Je dis moi, ok, pas de problème, je fais un bac S. Et du coup, j'ai fait des études scientifiques jusqu'à ma licence de biologie, physique, chimie. Ok. Donc, c'est fou quand même le côté... on se base sur tes notes plutôt que sur ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est très très fréquent. Et encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui. Je pense que l'école, il faut travailler à l'école. Hein. C'est hyper important. Pour avoir des bonnes bases, c'est hyper important. Moi, ça m'a servi. Plus tard, ça m'a servi. Mais je pense qu'il faut écouter l'élève. Et savoir demander ce qu'il veut faire plus tard. Ou alors une idée de ce qu'il veut faire plus tard pour pouvoir l'orienter correctement. Déjà, ça, c'est un travail. Aujourd'hui, c'est un travail déjà. Juste l'idée de... Bien sûr. Le droit de rêver, d'avoir de l'ambition. Bah bien sûr, l'ambition. C'est pas parce que tu viens de banlieue, c'est pas parce que tu t'appelles Mehdi, Rachid, Moussa que t'as pas le droit d'avoir de l'ambition aujourd'hui. Bien sûr. On part déjà d'assez loin. L'école en banlieue, on va pas se le cacher, est plus faible que les écoles par exemple parisiennes. Le niveau, c'est pas le même. Et faut pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a une crise à l'école, ça faut le dire. Les profs, malheureusement, pour eux, ils sont pas dans un cadre hyper reluisant. Ça manque de moyens. L'État ne fait rien non plus pour les aider. Et les premiers qui en pâtissent, c'est les élèves. Totalement. Toi, tu as réussi à esquiver ça, j'ai l'impression. Ou en tout cas, tu as réussi à mettre de la distance. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que justement, t'es pas tombé dans le piège? L'éducation, je pense. En fait, je pense que mes parents, ils m'ont toujours répété... en fait, mes parents nous ont toujours fait confiance. Mon grand frère et ma petite sœur, à l'école, ils partaient du principe qu'ils nous ont fait confiance pour les devoirs, pour le comportement, etc. Ils vérifiaient jamais rien. Et je pense que ça, c'est hyper important. Faire confiance à ses enfants par le biais de l'éducation, je pense que c'est la clé aujourd'hui. J'ai pas peur de mes parents, je les respecte. Et du coup, c'est une grande différence entre avoir peur et respecter ses parents. Parce qu'à l'école, tu travailles bien au début, tu travailles bien, pas pour toi, on va pas se le cacher. Tu veux bien travailler pour tes parents. Tu vois, totalement. Ouais. Je pense que c'est comme ça que j'ai évité les pièges des fréquentations. Alors, je ne vais pas te le cacher, j'avais les pires fréquentations.
Par exemple, on veut des détails. mais voilà, mes potes au collège, c'était pas c'était ceux qui faisaient des conneries, c'était On voilà. veut savoir les conneries, c'était Oh, quoi? putain, c'était petite anecdote, en sixième, je suis arrivé en sixième, c'est devenu un très bon pote à moi, mais on était en permanence, le mec est venu me voir, il essayait de me chercher des poux, deuxième semaine de cours, hein, je me suis battu avec lui. Ok, je vois. Pour, entre guillemets, me faire respecter et dire, voilà, je suis peut-être gentil, Je vois. mais faut pas dépasser la limite. Ouais. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai eu une espèce de respect pour ce que je suis. C'est-à-dire pour la personne sérieuse à l'école. Tu vois, De l'amour propre? je sais pas, mais le discours c'était ouais, Mehdi c'est quelqu'un de sérieux, n'allez pas le faire chier. Et on Tu assimile vois. le sérieux à fragile aussi. Pas forcément. Ok. Oui, au début. Au début, oui. Au début, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on est venu te tester. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça, sans me connaître. Ouais, je comprends. Ouais. C'est, Ça me rappelle un peu la prison, je croirais, dans Oz. Mais j'ai l'impression que c'est humain, ça. Je veux dire, c'est limite, c'est primitif de se dire je m'en prends au plus faible. Tu vois? Je pense que c'est humain. Ouais. Et dans toutes les strates de la Bien société sûr. aujourd'hui, c'est le cas. C'est Totalement. s'en prendre au plus faible. Totalement. C'est, Et je sais que tu l'as déjà raconté, mais je trouve intéressant pour contextualiser entre les études que tu fais et le moment où tu prends la décision de te lancer dans la cuisine, il y a, j'ai l'impression, une réflexion qui est très courte. Et ensuite, il y a une discussion avec les parents qui ne te prenaient pas forcément au sérieux. ouais, en fait, elle est la discussion, enfin la décision, elle est longue et elle est à la fois courte, parce que j'y pensais, j'avais deux passions. En fait, c'est pas vraiment la cuisine, c'était pas vraiment une passion à la base. C'est que j'aimais manger. Je suis un gourmand, j'aime manger et j'aime partager des choses autour d'une table. Et en fait, la cuisine, pour moi, c'est ça. Au-delà de faire des recettes, c'est de partager quelque chose autour d'une table. Et donc, je fais ma licence. Et à la troisième année, je rencontre un enseignant chercheur qui me dit, où je lui dis, pardon, voilà, moi je veux faire ça, je veux être éthologue, donc l'étude du comportement animalier dans son état naturel. Et il me dit, Mehdi, c'est super, hein, t'as des grandes ambitions. On parlait d'ambition tout à l'heure. T'as des grandes ambitions, mais tu vas faire un bac plus 8, un doctorat, et tu vas finir dans un musée. Je lui dis, bah, comment ça? Il n'y a pas de travail, et en plus de ça, tu t'appelles Mehdi. Ah ouais, direct. Ah, il me l'a dit. Lui, par contre, vrai conseiller d'orientation. Vrai conseiller d'orientation, pour le coup. Ouais. Mais tu vois, avec le recul, je me dis, en fait, pourquoi je me suis pas battu? Tu vois? Ça, c'est intéressant. Pourquoi je me suis pas battu comme je me suis battu en cuisine? Pourquoi j'ai pris cette décision de changer et de me dire, ok, je vais me lancer en cuisine, pourtant, qui est une voie qui est pas forcément pour les immigrés ou les enfants d'immigrés. Généralement, les personnes comme nous, issus de l'immigration, mais qui sommes français, enfin on est français, on les voit où? On les voit à la plonge, ou au ménage, etc., dans les établissements. Donc au final, c'était assez schizophrénique de ma part de me dire, ok, je lâche quelque chose où j'ai pas de débouché parce que déjà il y a peu de travail et je m'appelle Mehdi, ou une voie où il y a quand même, entre guillemets, pas mal de discrimination. Mais bon, aujourd'hui ça s'est bien passé, Ouais. donc je regrette pas. Mais avec le recul, je me dis quand même pourquoi je me suis pas battu pour arriver à mon premier job. Et t'arrives à y répondre à cette question? Je dirais la jeunesse et le manque d'expérience, je pense. Parce que là, tu me renvoies à un souvenir que j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que il y a un moment dans ma jeunesse, pareil, à l'époque bac, tu vois, je crois que c'était du post-bac peut-être, où je savais plus quoi faire de ma vie. Enfin, à cette époque, je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie en réalité. Et j'avais fait le même constat que toi, c'est-à-dire que j'aimais cuisiner. J'aimais découvrir la cuisine et tout. Et ça m'a traversé l'esprit. Et j'ai eu ce blocage de c'est pas fait pour moi. Pour plusieurs raisons, hein, par rapport aux différents aliments, etc., etc. Et après, je me suis dit, ah, mais il y a aussi la pâtisserie. Et après, je me suis intéressé vaguement. On a vu que c'était en internat et que machin et que bidule et tout.
Et en fait, avec du recul, c'était plus de l'appréhension, voire de la peur de sauter le pas. Et donc, j'ai cherché des excuses en mode, ouais, apparemment, c'est trop difficile dans le sens éprouvant, comme si je travaillais à l'usine, tu Ouais. vois. Et en fait, rapidement, j'ai lâché l'affaire. Parce que je pense que tu étais peut-être trop jeune, tu n'étais pas prêt, et tu t'es peut-être posé trop de questions à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'en fait, le message à faire passer, je pense, quand on a 18, 19 ans, c'est de foncer. En fait, on a le droit à l'erreur. C'est pas grave de se dire, ok, je veux faire ça, je vais essayer. Bah, si on se trompe, c'est pas grave. Et je pense qu'avec avec le manque d'expérience, bah, on n'y arrive pas. Bah, on a du mal à passer le cap, quoi. Je pense que c'est l'expérience qui fait que tu te dis, on a le droit à l'erreur. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est les petites victoires qui te font gagner confiance en toi. Tu vois, c'est pas l'inverse. C'est pas il faut avoir confiance en soi pour gagner. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Eh ben, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas être encore d'accord avec moi. Par rapport à la nourriture, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est la chose qui rassemble le plus au monde? Je suis 200% d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut dire 212 ou 213? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est l'une des choses, mais bah, avec l'amour, je pense. Je les mets, je pense, au même niveau. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce métier. C'est pour partager des émotions et toutes sortes d'émotions. Tu t'en es rendu compte au début de ça ou pas? Ouais, tout de suite en fait. Direct. Tout de suite, c'était le partage. Euh, j'ai vécu, j'ai vécu. Les plus belles émotions se fait autour d'une table, autour d'une tablée. Il y a un mariage, c'est Ouais. autour d'une table. Tu l'as expliqué à tes parents? Pas vraiment. C'est quoi pas vraiment? En fait, je l'ai expliqué que bien plus tard, tu vois, par mes interventions à droite à gauche, etc. Mais pas au début, tu vois. Au début, ils ont pas forcément compris, tu vois. Ils pensaient que c'était une lubie, ils pensaient que ça allait passer. Je suis assez foufou, en fait, j'ai jamais vraiment suivi, moi, les codes, les règles, voilà. C'était très, très indépendant très tôt. Tu vois, quand j'ai fait mes études, je suis le seul mec au monde qui a fait un job étudiant poissonnier, par exemple, où je me levais à 4h du matin, les mains dans le froid, puer le poisson, etc. J'ai adoré, hein, j'ai kiffé. Hein. Mais voilà, c'est un peu mon caractère. Jamais... toujours dans les sentiers battus. Ouais, mais c'est Tu vois. génial. Je trouve ça très fort parce que quand on est jeune, on est facilement jugé par ses potes ou son environnement plus ou moins proche. Quand je dis jugé, des fois c'est taquiner, si on se fait tailler et tout. Et malgré ça, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas au bout des choses. Et toi, RAF, tu vois, vraiment rien à foutre. Exactement. Tu vois, le jugement des autres, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Aujourd'hui, je fais un métier où je me fais juger tous les jours. Le midi et le soir. Tu vois. Mais ça ne de ce que je fais, le jugement ne m'intéresse pas. Ça veut dire, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je ferai tout pour le faire, en tout cas. Tu vois. Okay. C'est dans mon caractère. C'est comme ça que je fonctionne. Bon, après, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Ouais. Mais et c'est comme ça que je kiffe. C'est comme ça que j'aime. Et en parallèle de la cuisine, je voyageais et je voyageais seul. Mes parents m'ont pris pour un fou. Tu vois. Aujourd'hui, c'est normal de voyager. Mais à l'époque, encore une fois... Qui voyageait seul? Ouais, t'es ouf. T'es ouf. Tu vois, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. Donc tu faisais quoi? Tu découvrais des plats, de la street food? En fait, c'est avant de commencer la cuisine. Je me suis dit, je vais me prendre un an et je vais découvrir un peu les pays à droite à gauche. Et puis je prenais mon sac à dos, je partais et je rencontrais des gens. Socialement, c'était hyper intéressant. Culinairement, c'était hyper intéressant parce que je goûtais à plein de choses. Ça m'a ouvert... j'ai une ouverture d'esprit que j'avais pas forcément avant.
J'ai vu la richesse, j'ai vu la pauvreté. T'as des anecdotes, ça m'intéresse. Des Oh. souvenirs que t'as qui t'ont marqué. Ouais, j'en ai énormément. Ton Beaucoup. premier voyage, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, mes premiers voyages, c'est en Algérie, mais en famille. Mais tout seul, tu parles? Ouais, quand t'es Tout vraiment seul. tout seul. Euh, Dans cette démarche de découverte, hein, vraiment. Alors, mon premier voyage, tout seul, c'était au Costa Rica. Et en fait, j'avais fait une escale de 3 jours à New York. Donc moi, j'ai kiffé. Enfin, vraiment, je me levais à 7h du matin, je me couchais à minuit. New York, je l'ai fait à pied, de long en large. J'ai pas pris une seule fois le métro pendant Ah les oui. 3 jours. C'était génial. Franchement, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, Costa Rica, où j'ai fait plein de rencontres du premier jour jusqu'au dernier jour. En fait, tu voyages seul, mais t'es jamais vraiment seul. Tu vois. Je suis d'accord. Et c'est ça que je trouve incroyable. Les gens te voient et c'est eux qui viennent vers toi. Ouais, tu vois. ouais. En fait, on va vers les autres et les gens viennent vers toi aussi, tu vois. C'est un échange culturel. Enfin, c'est assez incroyable. Euh, et par contre, parfois, tu vois des choses qui sont tristes. En Indonésie, généralement, les gens, quand ils vont en Indonésie, ils vont à Bali, enfin, ils vont les îles un peu touristiques. Moi, j'avais choisi d'aller du côté de Sumatra, où il y avait l'île où il y a Banda Aceh, là où il y avait le séisme. Et en fait, je suis arrivé à Medan, et c'est une ville qui est très peuplée et très pauvre aussi, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait le tour de la ville, ça, c'est une anecdote de fou. On m'accueille. Je suis avec mon sac à dos. J'ai atterri, hein. Donc, je prends un taxi moto. Je me souviens, j'arrive dans la ville. Je, je suis avec mon sac à dos et on vient vers moi. On me parle en français. Donc, un Indonésien qui me parle en français. Et donc, il m'accueille, il me dit bienvenue, tu viens d'où? Je lui dis, bah, tu sais, je viens d'où puisque tu me parles en français. Il dit, oui, je sais, mais c'est pour te taquiner et tout. Donc, on échange comme ça. Et il me dit, bah, reviens me voir tout à l'heure, pose-toi à l'hôtel, reviens me voir. Et du coup, je me pose à l'hôtel, je reviens le voir, on discute. Et il me dit, bah, si tu veux, demain, on se redonne rendez-vous là et je te fais faire un tour de la ville. Je fais, ouais, moi, pas de problème et tout. Le soir, j'étais logé juste à côté d'une mosquée. Je vais à la mosquée et à la fin de la prière, il y a quelqu'un qui se met à côté de moi. Et il me parle, il me dit, ouais, cette fois en anglais, donc il dit, ouais, je lui dis, voilà, je suis touriste et tout, je suis venu tout seul visiter. Et il me dit, ok, bah viens avec moi et tout. Il m'emmène manger dans un boui-boui, c'était extraordinaire. On a échangé jusqu'à 1h du matin, on a discuté. Et le lendemain, du coup, je vais au rendez-vous, il me fait le tour. Il me fait le tour de la ville. Et à la fin, en fait, moi, je lui dis, bah, voilà, je te donne un peu de sous. Je savais que c'était une population qui était très pauvre. Pour le remercier, voilà. Il me dit, il refuse. Il me dit, non, 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 non. Il se met à pleurer. Il me dit, non, non, mais moi, c'est hors de question et tout. J'insiste. Du coup, il accepte. Et cette journée-là, après, je la passe seule. Et en fait, le lendemain, en partant, j'allais dans une autre ville. Je suis parti très tôt le matin. Et en fait, je le vois. Le même monsieur, en fait, c'était un sans-abri. Il dormait par terre. Enfin, et c'est un truc qui m'a choqué parce qu'il était tellement hospitalier, il était tellement bienveillant, tu vois, et honnête. Et tu vois, en fait, je me suis dit, putain, en fait, dans ce monde, c'est un truc de fou comment nous, on est privilégiés par rapport à certains. Nous, on a tout. Tu vois, alhamdoulilah, on a tout. On a un toit, on mange quand on veut, on dort quand on veut, enfin, on est en bonne santé, on a des hôpitaux, etc. Et parfois, on s'oublie, on oublie. Et quand tu fais ce genre de rencontre, bah, tu reviens tout de suite à l'essentiel après. Ah, ça te met une claque. Hein. Ça te met une claque. Franchement, ça te met une claque. Et après, sans parler des enfants, etc. Mais ouais, ça te met une claque. Et c'est grâce à mes voyages, en fait, c'est pour ça que j'ai ce comportement un peu pisse. Et tu vois, de me dire, franchement, même s'il m'arrive des choses, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Tu vois. Super. J'ai tellement de questions, je te jure, j'ai même des questions. Mais... non, parce que, en fait, il y a tellement de choses à dire sur la food. Ouais. Et même, notamment sur notre culture. Et quand je parle de culture, c'est pas forcément arabe, mais c'est franco-populaire ouais. aussi, tu vois. Que je sais même
pas par où commencer, tellement c'est une dinguerie. Mais déjà, j'ai envie de poser une question un peu plus légère, on va dire. Euh, Est-ce que il faut interdire des plats traditionnels du type typiquement couscous pardon, je recommence. Est-ce qu'il faut interdire les remixes de plats traditionnels slash remix slash revisité type couscous merguez, tu vois? Moi, je suis désolé. Mon cœur, il se brise quand je vois, quand je vois des merguez sur du couscous, je peux pas. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, pour moi, il en faut pour tout le monde. Si tu me dis que toi, tu kiffes le couscous classique, tu vois, de chez toi, c'est toi. Oui. Tu vois, je vais te dire, c'est quoi ton couscous préféré? Tu vas me dire, c'est le couscous de ma mère. Ouais, Tu sais, bah, genre ouais, ça, ouais, c'est la réponse classique. toi, c'est la réponse Ouais, classique. ouais. Et moi, je vais te donner la même, etc. Le couscous merguez, il y en a. Ils ont trouvé ça archi bon. Ouais, le couscous royal. Couscous royal. Voilà, couscous royal. Regarde tu vois, mon corps, il veut pas, tu vois. Laisse-les. Ouais. C'est leur kiff, tu vois. Bah, s'ils veulent manger des couscous royales, qu'ils mangent des couscous royales. Si ça peut leur procurer du bonheur, pourquoi leur enlever? Ouais, Tu vois, pourquoi leur enlever ce bonheur? Tranquille, c'est pas grave. Tu vois, c'est les revisites, c'est chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, c'est la tolérance. Mes parents, ils m'ont toujours appris la tolérance. Ouais, je comprends. Tu vois, Mais alors, attends. soyons tolérants dans la bouffe. Soyons tolérants dans la bouffe. Mais attends, par contre, il y a un truc. Alors, sur la tolérance des plats revisités, ok. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait un plat, mais qui le fait mal, C'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Réponse normale, logique. Je sais que je vais te donner un exemple plus concret et je sais que tu vas pas rentrer dans le truc parce que là, je vais parler d'un chef, Ouais. du chef Etchebest. Ouais. Il a eu le malheur de faire une fois un couscous, j'ai vu sur YouTube, hein, et c'était un truc à l'eau bizarre et il s'est fait tailler par tout le monde. Ouais. J'ai trouvé ça très drôle, mais bon, il y avait quand même de la bienveillance, tu vois. Donc, on parle beaucoup, ça fait cliché de parler de couscous hein, pour des Arabes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Mais bon, c'est pour que tout le monde puisse comprendre, tu vois. ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites aussi sur les espèces de crédibilité, légitimité? Toi, je sais de quoi tu veux parler. Tu veux parler, je pense, d'appropriation culturelle. Il y a un peu de ça. Hein, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Pour moi, la cuisine n'a pas de frontières et n'a pas de limites. C'est comme les débats d'où vient le couscous, tu vois, dans un seul pays, selon la région, il évolue. Au final, ça, on s'en fout, tu vois. Ouais. D'où vient le couscous, c'est pas ça le sujet principal. C'est les guéguerres. Même nous, entre maghrébins, on fait la guéguerre entre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Quel est le meilleur couscous? Enfin, en vrai, on s'en fiche, quoi, tu vois. C'est pas ça le vrai débat. Après, il y a le débat de l'appropriation culturelle. C'est dur, honnêtement c'est dur, parce que moi je suis français d'origine algérienne, tu vois, et pourtant je prends autant de plaisir à faire une blanquette de veau qu'à faire un couscous, tu vois. Bon, j'ai pris la blanquette de veau, c'est pas non plus mon plat préféré. Bœuf bourguignon. Mais, même pas du tout, mais par exemple, tu vois, mon plat préféré, par exemple, l'un de mes plats préférés c'est les lasagnes, et pourtant je suis pas italien, tu vois, et j'en fais. Et je me dis pas que je fais de l'appropriation culturelle, tu vois. Philippe Etchebest, il a le droit de faire du couscous. Totalement. Il a le droit de faire son couscous. Après qu'on le critique, on a le droit de le critiquer aussi, tu vois. Il faut pas que les gens prennent mal la critique. C'est peut-être que lui, le couscous qu'il fait, il va l'aimer. Et tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire. Ce sera peut-être pas le meilleur couscous pour toi, mais ce sera peut-être le meilleur couscous pour quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est pas très important au final, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je voulais juste recontextualiser un truc parce que c'est important quand même. Tu travailles en poissonnerie, tu es poissonnier. Et c'est grâce à ce travail que tu trouves une opportunité de travailler dans un restaurant. Tu t'es bien renseigné.
quand même, je ne suis pas journaliste, mais je fais mon travail. Je pense que je fais assez bien mon travail. Incroyable, anecdote incroyable. Je suis poissonnier, c'était un samedi, 15h30 je crois, à peu près. En tout cas dans l'après-midi. Et il y a quelqu'un qui vient, il demande 2 saumons, une sole, il me semble. Ouais, je crois que c'était une sole. Et je lui dis, ouais, est-ce que je vous lève les filets dessus. Il me dit non, pas de problème et tout, c'est bon. J'insiste un peu et là il me dit non, mais je suis chef d'un restaurant, je vais le faire. Et là, ça fait bling dans ma tête et je lui raconte un peu mon histoire. Et je vais être apprenti, je vais faire de la cuisine et tout. On parle pendant 10 minutes. Il me dit écoute, je te donne mon numéro, dès que tu as ton école, tu m'appelles. J'ai eu mon école, je l'ai appelé direct. Il m'a dit oui, je me souviens très bien de vous, c'est bon, je vous prends. Il me donne le nom du restaurant. C'est le Publicis Drugstore sur les Champs-Élysées. Donc maintenant c'est Éric Fréchon, mais à l'époque c'était pas Éric Fréchon. Et moi direct, je vais voir, je vais sur les Champs-Élysées, je regarde la carte, je regarde l'établissement. Champs-Élysées, enfin tu vois, plus il fait l'angle, vue sur l'Arc de Triomphe. Pour moi ça vendait du rêve. Ouais. C'était incroyable. Donc opportunité de dingue. Et c'est comme ça que tu rentres dans la cuisine. Donc, en plus, ce qui est fou, bon là je vais sauter quelques questions, mais j'y reviendrai après. Aujourd'hui, tu es chef. Ouais. Donc le statut de chef, c'est l'équivalent un peu du doctorat en réalité, d'une certaine manière, en termes de niveau. Et il faut commencer, j'ai l'impression que c'est obligatoire, mais corrige-moi si je me trompe, tu es obligé de commencer au plus bas. Au minimum. Ouais, bien sûr. Peut-être, je sais pas si c'est la plonge ou juste au-dessus, mais au moins au plus bas. Ah ouais. Pour connaître tous les process et tout. Et en sachant que c'est un environnement très militaire, de l'expérience que j'ai, pour avoir visité des hôtels de luxe, les cuisines des hôtels de luxe, etc. C'est très militaire, c'est très organisé. Ils sont vraiment à cheval sur les procédures. Et par rapport à ça, comment t'as fait toi pour pas craquer ? Parce que ça demande... Enfin, j'imagine qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de craquer. Non. Ok. Si, peut-être une fois. Ah, ok. Ouais, peut-être. Même une fois seulement ? Peut-être, ouais. Mais encore une fois, parce que j'ai commencé un peu plus tard, tu vois, que les jeunes. Parce que généralement, quand tu commences directement, tu as 15-16 ans. Tu es un peu fragile, tu sais pas trop si tu veux faire ce métier plus tard. Moi, j'étais déterminé, en fait. Je savais que je voulais faire ce métier. Du coup, ça m'a vachement avantagé. Et dans ma tête, j'étais déjà prêt à subir beaucoup de choses, tu vois. Donc j'avais une perception totalement différente. Quand j'ai commencé le premier jour, le chef, il était plus le même que celui que j'ai rencontré à la poissonnerie. Ouais. Son caractère, il avait changé, tu vois. Il était moins cool, enfin plus sec. C'est pour ça que t'as pas cité son nom tout à l'heure. Olivier Dupart. Ah bah ok, d'accord. Non, je me souviens comme si c'était hier, il s'appelle Olivier Dupart, c'était un franchement super chef. Okay. Il avait bossé pour Joël Robuchon au Jamin quand il avait 3 étoiles à l'époque. Non, franchement, non, j'ai jamais eu de problème avec lui. Vraiment. Mais tu vois, le premier jour, par exemple, comme la hiérarchie, c'est donc t'as le plongeur, tu vois. Ensuite, t'as les apprentis, t'as le commis. Parfois, t'as premier commis, deuxième commis. Ensuite, t'as demi-chef de partie, chef de partie, premier chef de partie, sous-chef, premier sous-chef, second chef. Chef adjoint, chef. Tu peux avoir beaucoup de strates. En sachant que plongeur, c'est celui qui fait la vaisselle. C'est ça, exactement. Et donc, moi, j'étais apprenti. Et donc, le premier jour, je rentre tout beau avec ma veste, mon tablier, mon torchon et tout. Donc, le chef rentre en cuisine et le chef dit au sous-chef, d'accord, s'il te plaît, dis-lui. On était à côté, hein. Le chef était là, le sous-chef était là. Le chef parle au sous-chef en disant « Est-ce que tu peux lui dire de retirer son torchon ?» L'hygiène, en fait, tu peux pas avoir de torchon à ta taille. L'hygiène, c'est pas possible. Okay. Du coup, il m'a pas dit directement à moi, il l'a dit au sous-chef. Et le sous-chef me l'a dit. T'es sale, c'est parce que t'es sale en vrai. Non, j'étais pas... Ouais, ouais, j'étais grave crade. Mais tu vois, c'est pour te dire un peu la hiérarchie. C'était ça. Donc t'as raison, c'est très militaire. C'est incroyable. Ouais. Waouh, mais c'est réducteur, c'est discriminant, enfin, c'est peut-être enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression de voir les films américains où t'es dans les lycées et tout, t'as les mecs réputés qui parlent pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu ça. En vrai, c'était un peu ça. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. C'est plus trop comme ça.
Du coup, tu peux pas te rattraper, c'est dommage. Non, mais de toute façon, je fais pas subir à mes équipes ce que j'ai subi avant, c'est pas possible. Impossible. C'est pas dans mon caractère, c'est pas dans ma philosophie. Et je pense qu'on peut apprendre autrement que par une pression psychologique ou une pression physique, etc. C'est pas. Ok. J'aimerais bien qu'on parle un peu du halal. Ouais. Le marché du halal, ces 20 dernières années, c'est des milliards. Mais bon, toute marchandise confondue, que ce soit de la vente en grande surface qu'au restaurant. Est-ce qu'il existe des restaurants qui vendent du halal et qui sont étoilés? Bonne question. Ça m'aurait marqué. En France ? Ouais, en France, ouais. Je ne pense pas. À ma connaissance, en tout cas, je ne pense pas. Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Alors déjà, c'est simple. Si tu pars du principe, tu pars que de la viande, toi Non, du lieu, mais il faut vraiment qu'il propose, par exemple, que de la viande halal. Ok. Si tu pars de principe que tu veux une étoile en étant un restaurant halal, ça veut dire que tu enlèves ta carte de vin, des vins. Pour avoir une étoile, c'est essentiellement donc le guide Michelin. Tu sais, c'est assez opaque le guide Michelin. On ne sait pas trop comment on a une étoile, etc. Mais en gros, tu as une étoile, c'est ton poisson, il est bien cuit, c'est bien assaisonné, c'est bien dressé, c'est des beaux produits. Y a une recherche un peu derrière. Mais il faut que tu aies une carte des vins qui va avec tes plats. Tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que le Michelin aujourd'hui, ou alors personne ne s'est dit je veux faire Michelin, moi c'était mon rêve, hein. Ok. Quand j'ai commencé la cuisine, je voulais faire un restaurant halal étoilé Michelin, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément possible. Ouais, ça colle pas. Tu vois, que ça collait pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas de restaurant Michelin. Ça veut dire qu'il faut créer son guide halal. Il y en a, ça existe, hein. Ah ouais, je savais pas ça. Enfin, il y a des guides aujourd'hui. Enfin, en tout cas, quand les restaurants halal ont commencé à pousser il y a 15-20 ans de ça à Paris, il y avait des guides un peu sur. C'était pas des guides avec 1, 2 ou 3 étoiles, mais c'était, on va dire, des guides qui t'orientaient vers tel ou tel restaurant, qui te disaient, voilà, lui il est halal et il fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça existe encore, mais c'est. J'y ai pensé, figure-toi que j'y avais pensé, mais si quelqu'un nous écoute et veut se lancer avec moi, pourquoi pas? Bah, écoute, avec plaisir, parce que c'est un magnifique projet qui a tout son sens et qui mérite d'exister. Et pour faire le parallèle, en fait, là où je veux en venir, c'est que qui dit, entre guillemets, guide Michelin, ou en tout cas gastronomie halal, dit viande de qualité. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de restos qui proposent de la viande halal et qui sont de meilleure qualité. Il y a aussi des boucheries qui font ça. Mais le halal en France, il est venu grâce au fast-food qui aujourd'hui pullule. Il y en a vraiment partout, sous toutes ses formes. Pour moi, ça devient un vrai problème. Parce que je consomme, tu vois, mais je fais en sorte de limiter. Parce qu'on sait qu'en termes de qualité, c'est pas forcément ça. Et c'est plus facile et plus gourmand de consommer des grecs, des kebabs, des burgers, du riz avec du poulet, etc. C'est les trucs tendance en ce moment. Comment on peut faire pour éduquer les gens sur cet aspect-là de consommation? C'est assez simple et complexe à la fois. En fait, c'est simple à comprendre. Ouais, c'est simple. En fait, il faut se dire, la définition du halal, c'est quoi? Je pense qu'il faut partir de ce postulat-là. Aujourd'hui, est-ce que ces restaurants-là, sans jugement, sans rien, parce que je sais pas où ils achètent leur poulet ou leur bœuf, etc. Je sais pas. Mais est-ce que la viande est vraiment halal dans le sens où est-ce que le halal est respecté? Aujourd'hui, on a des certificateurs qui te disent oui, c'est halal, d'accord. Et tu as des boucheries qui te disent oui, c'est halal. Mais moi, personnellement, quand je vois du poulet
de la cuisse de poulet à 4,90 € le kilo, je suis désolé, mais il y a un loup. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le halal, ça va de l'élevage à l'abattage. C'est ma conviction. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, on va prendre l'exemple de la volaille, parce que je crois que la volaille, c'est ce qu'on consomme le plus aujourd'hui, surtout en halal. Si tu élèves une volaille, il lui manque une aile, il lui manque une patte, et qu'en fait, tu l'égorges juste et tu dis qu'elle est halal, pour moi, elle n'est pas halal, parce que tu n'as pas respecté ta volaille, tu l'as maltraitée, tu vois. Et là, on est hors sujet. Ça veut dire que tu vas manger ta volaille, tu vas dire oui, tu dis bismillah avant de manger, pas de problème et tout, mais il manque quelque chose quand même, tu vois. Il manque l'essentiel. Il manque le bien-être animal. Et ces fast-food-là, encore une fois, je ne sais pas où ils se fournissent, j'en ai aucune idée. Mais il faut faire attention à ça. C'est plus manger moins, mais manger mieux. Et encore, pour te dire, à la limite, j'en veux pas au fast-food. Voilà, ils font leur business. Ouais, bien sûr. Mais c'est plus aux consommateurs de faire de la prévention en mode faites quand même attention parce que sur du long terme, ça peut être compliqué, tu vois. Mais c'est hyper compliqué. Et si on part aussi du coup, halal, c'est la religion. Hein. Et la religion, qu'est-ce qu'elle dit aussi ? Elle dit de prendre soin de son corps. Et le fait de manger tous les jours au fast-food, je suis pas sûr que tu prennes soin de ton corps, tu vois. Donc c'est le consommateur qui doit être alerte et qui doit se dire, ok, bon, le fast-food, pas de problème, on peut se faire plaisir. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis un consommateur occasionnel. C'est un plaisir gourmand, tu vois, un plaisir un peu coupable. Mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Je vois très bien même. Nous, on aime trop le ham, hein, je vais pas te mentir. Hein, même moi, j'aime beaucoup la viande et moi, tout. Moi, j'en mange beaucoup moins. Ouais, j'en ai jamais vraiment beaucoup mangé. Pour les gens comme moi, tu vois, qui ont... En tout cas, en ce moment, j'ai vraiment la flemme de cuisiner. Et pourtant, j'aime ça. Mais entre la fatigue et surtout le manque d'inspiration, parce que je peux te voir des trucs à scroller sur Insta, TikTok, tout ce qu'on veut là. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais ça nécessite d'acheter 40 aliments que tu vas potentiellement utiliser qu'une fois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Quel conseil tu peux donner aux gens pour manger de façon équilibrée, mais en kiffant ? Tu vois, pas juste du riz à l'eau avec des haricots en boîte dégueulasses. T'as plusieurs, on va dire plusieurs solutions. Généralement, ce qu'on mange, la facilité, on va dire t'as pas le temps le soir, tu vas commander quelque chose. Je sais pas si on peut citer des marques, mais on t'en cite plusieurs, voilà. Genre Frishti, Uber Eats, Deliveroo, etc. Tu vas commander là-dessus, c'est la facilité. Mais tu as aussi une autre facilité, si tu as un peu plus de courage, c'est tu vas te faire des pâtes avec du fromage, sans protéines, tu vois, et tu vas manger ça comme ça, parce que tu as la dalle, tu vois, devant la télé et tout. Si tu continues sur cette base-là, tu te fais un peu de pâtes, mais tu peux aussi, tu as des sauces dans le commerce, tu vois, des sauces où je comprends que tu n'aies pas le temps de faire tes sauces, tu vois, c'est normal, tu vois, mais achète des sauces dans le commerce de bonne qualité, tu vois, tu te renseignes un peu avant, tu t'achètes une protéine, des œufs, du saumon, non, mauvais exemple. Mais du poisson, pas trop cher, tu vois. Aujourd'hui, le poisson, c'est cher. Maquereau, sardines, chinchard, tu vois. D'ailleurs, c'est mieux de consommer, d'acheter en grande surface ou d'aller chez le poissonnier en termes de rapport qualité-prix. Alors, le poissonnier, c'est horriblement cher, tu vois. Et en grande surface, comme ils achètent en plus grosse quantité et ils ont des centrales d'achat, ils peuvent avoir des prix qui défient toute concurrence. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est surtout voir quel type de poisson tu achètes. Parce que tu as parlé du saumon, tu as dit c'est pas bon parce que c'est le plus pollué, enfin pas pollué, mais. Pas pollué, mais en gros, le saumon d'élevage, aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est, au niveau écologique, c'est catastrophique. Si tu veux du saumon, il faut que te renseigner en amont, voir d'où il vient exactement, comment il a été élevé, etc. Le saumon sauvage, il y en a
de moins en moins, voire quasiment plus, et c'est très très cher, tu vois. Donc le saumon, faut faire attention. Tu peux en manger, mais pas tous les jours, quoi. Pas tout le temps. Il faut privilégier les petits poissons, maquereaux, sardines, chinchard, euh, Anchois. anchois, très bien, tu vois. Des poissons qui sont pas trop chers en plus, tu vois. Parce qu'ils ils ont pas les métaux, enfin ils absorbent pas les métaux lourds, je crois. Ils en ont un peu, comme tous les poissons aujourd'hui, parce que la mer est tellement polluée que c'est compliqué. Mais on va dire qu'ils en ont un peu moins. Et on ne le répète pas assez souvent, mais il y a une saisonnalité dans le poisson aussi. Ah ouais? Ah ouais. Tu peux pas avoir des sardines toute l'année. Tu peux pas avoir des maquereaux toute l'année. Des Saint-Jacques, t'en as pas toute l'année non plus. Mais je suis choqué Tu vois. là de ce que tu me dis. Bah ouais. C'est le problème des conserves en fait. La conserve, c'est très bien. Toi, tu peux faire ta conserve toi-même, tu vois, à la maison. Tu prends tes sardines, tu prends tes maquereaux, tu te prends de l'huile d'olive, voilà, tu cuis dans l'huile d'olive, tu mets en conserve, tu mets dans un bain-marie, et voilà, tu fais ta conserve toi-même. Mais ouais, il y a une saisonnalité dans tout. Dans tout, il y a une saisonnalité. Fruits, légumes, poissons, viande. Et ça serait quelle saison pour les sardines et les maquereaux alors? Là, on rentre, là, les sardines, on commence, là, tu vois. C'est l'été. Ça hein. commence, ouais. Les sardines, ça commence. Incroyable. Le maquereau, ça commence aussi. Et Le ben, thon, ça va pas tarder. Tu vois, le bar, là, c'est fini, par exemple. Et le loup? C'est pareil. En fait, le loup et le bar, c'est le même poisson, sauf que le loup, tu vas le trouver en Méditerranée, et le bar, tu vas le trouver en Bretagne, côte atlantique. Magnifique. Bah écoute, je savais pas du tout. Merci pour la Je réponse. t'en prie. On a besoin d'être éduqué à ce niveau. Vraiment, tu devrais lancer ton podcast. Tu vois, c'est pas ce manque d'éducation, parce que c'est pas ça, mais retrouver la saisonnalité des produits, c'est hyper important. Ah, la connaître tout court, parce que la retrouver, ça sous-entend qu'on. Tu Tu vois, vois, on sait que les tomates, c'est que l'été, mais on fait les ignorants. non, mais que l'été, à partir de quand, vraiment? Tu vois? Il y a encore, tu vois. C'est ça, après, c'est en fonction de la météo, hein, bien sûr, ça change chaque année. Mais les fraises, c'est à partir de quand? Les petits pois, c'est à partir de quand? Les figues, on sait que c'est Les octobre, figues, je tu crois, vois, ouais, les dates, c'est quand? Tout ça, je pense qu'il faut le réapprendre. Ou il faut l'apprendre tout court. Et ça passe par l'école. C'est vrai. Moi, j'aurais bien aimé qu'à l'école, on me dise, voilà, bah, tel fruit, tel légume, c'est temps, c'est telle saison, etc. C'est hyper important. Franchement, c'est hyper important. Totalement. Ouais. Aujourd'hui, ma fille, quand on va faire les courses, au mois de décembre, elle voit des tomates, elle sait que on va pas en manger, tu vois, parce que je lui ai appris que les tomates, c'était l'été, quand il faisait beau, le soleil, nanana, voilà. Mais, et en même temps, encore une fois, en grande surface, je parle. La tomate que tu retrouves au mois de juin, juillet, août, c'est la même qu'il y a au mois de décembre. Je suis d'accord avec toi. Je vais être honnête avec toi. Ça fait 20 ans que j'ai pas mangé de bonnes tomates. Bah, ça m'étonne pas. Tu vois. Et la dernière tomate bonne que j'ai mangée, c'était en Algérie. C'était au bled. Bah, ça m'étonne pas. Tu vois. Aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que tout est en serre, tout est millimétré, etc. Et bah, le fautif ou les fautifs, pour moi, c'est les consommateurs. C'est dur de dire ça, c'est très dur de dire ça, mais pour moi, je suis convaincu que si on n'achetait pas de tomates au mois de décembre, il n'y aurait plus de tomates au mois de décembre. Ça, je suis d'accord avec toi, mais ça marche pour tout en réalité. Ça marche. Pour la politique, pour tout, tu vois. Bien pour sûr. la consommation des films, des machins, des IA, parce qu'on sait que les IA, ça consomme énormément. Et je pense que c'est un bien commun. Après, c'est vrai que si tous les citoyens arrêtaient de consommer une certaine chose, effectivement, si on reste sur la tomate, il n'y aurait plus de tomates l'hiver. Mais en même temps, est-ce que les plus riches et les industriels et les machins, tu vois, on rentre dans des trucs complotistes après. Après, bien sûr, en fait, on a besoin des industriels et les industriels ont besoin de nous. C'est ça. Tu vois. Quand je dis que c'est notre faute et notre responsabilité, parce que je me mets dedans, par exemple, quand on dit oui, nous à notre échelle, on peut rien faire. Tu vois. Si, en fait. Parce que si toi tu fais, si je fais, si mon voisin il fait, etc., c'est comme ça qu'on peut changer les choses.
tu vois. C'est ce truc de se dire je peux rien faire seul, donc j'arrête, donc j'abandonne. Ouais. Tu vois ouais. Je trouve ça dommage. Ouais, je suis d'accord avec Alors ça. que si on a un discours commun, si on va droit dans la même direction, etc., je pense qu'on peut faire bouger les choses. Ouais, c'est pas une fable, mais je crois que c'est la métaphore du colibri qui dit qu'il fait sa part. C'est ça, exactement. Oui, exactement. Ouais. Donc, Bah écoute, espérons qu'un jour on y arrive, humainement parlant. j'espère. J'espère de tout mon cœur. Ouais. On arrive bientôt à la fin. Déjà Ouais, ça passe vite. Hein. Dis que tu kiffes, vas-y, dis-le. Franchement, ouais. Merci. J'aimerais juste, vraiment par pure curiosité, savoir comment t'es inspiré pour, pas forcément faire une carte, mais ne serait-ce que faire un plat. Comment ça se passe? Parce que déjà, j'imagine qu'il faut connaître tout ce qui est acide, sucré, machin, Ouais. tout. Ça, c'est parce que j'en ai mangé des films sur la cuisine. Là. Ouais. Un de mes films préférés, c'est Chef. Ah, ok, ouais. Il est magnifique ce film-là, je vous le conseille. C'est vrai que c'est pas mal. #chef. Mais voilà, c'est vraiment. Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est les films? Je pense que c'est un peu de tout. C'est un mélange. C'est un mélange de tout ça. Il faut manger, en fait. C'est simple. Ouais, goûter, découvrir des trucs. Ouais, il faut découvrir des choses, il faut être curieux, il faut s'interroger sur ce qu'on mange. Attends, je suis obligé de te couper. C'est quoi la chose la plus spéciale ou dégueulasse que t'as mangé? T'as goûté? J'en ai mangé des choses. Hein. Ouais. Un œuf de 100 ans, des trucs comme ça? Non, ça non, mais en Thaïlande, ouais, j'ai mangé pas mal d'insectes. Et un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est le scorpion. Ah ouais. Ça, ouais, c'est très sec, pas ouf. Enfin, non, aucun intérêt. Enfin, pour moi. Et après, puis après, non, moi, je suis ouvert à tout. Franchement, ouais, je suis ouvert à tout. Quand c'est bien fait, je pense que tout est bon. Je suis persuadé de ça. Ok, Tu vois. intéressant. Je suis persuadé que si c'est bien fait, bien cuisiné, on peut aimer beaucoup de choses. Et pour revenir à ma question, donc, La création ouais. des plats, comme je t'ai dit, c'est un tout. C'est un mélange de plein de choses différentes dans ma tête et surtout ce que j'aime bien manger. En fait, je pars de la saisonnalité, toujours, tu vois, on en revient toujours. Je me dis, ok, cette saison, il y a quoi? Il y a ça, 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 ça. Je me dis, ok, bon, bah ça peut aller avec ça, ça peut aller avec ça, et j'essaye. En cuisine, on a toujours appris les recettes, c'est tel pesé, le poisson, on le cuit de telle manière, la viande, on la cuit de telle manière, on la sale avant, on la sale après. Il y a d'innombrables débats en cuisine qui fait que c'est toujours sympa de parler avec d'autres chefs, mais et après il y a une guerre d'ego, de dire voilà, moi je fais mieux que l'autre, partout, ça. voilà. Mais l'important c'est de faire ce que toi tu veux et ce que tu as envie. Si tu as envie de saler la viande avant, et tu la sales avant. Si tu as envie de saler la viande après, tu la sales après. Par contre, ton client, il va goûter. Tu vois. Si tu la sales avant et que ton client, il la trouve meilleure que si tu la sales après, remets-toi en question. Tu vois. Donc, quand il y a mon processus de création se met en place, je goûte. Et en fait, j'ai sauté une étape. Je n'ai pas peur d'essayer des choses qui sont pas très conventionnelles. Tu vois. Genre basilic, je sais pas moi, basilic, qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, moi j'ai pas. Basilic, non, bah c'est un classique, ton basilic. Je sais pas moi, basilic Et date. et date. Très bien. Basilic, date. Bah, pourquoi ça marcherait pas? Tu vois. Pourquoi ça marcherait pas? Si ça se trouve, ça marche. Tant qu'on n'a pas essayé, ça se trouve, ça marche. Mais je te parlais plus des techniques de base. Ah oui, d'accord. Comme par exemple, tu sais, à l'école, on t'apprend à cuire les asperges dans de l'eau bouillante, bien salée, et ensuite les refroidir dans de l'eau glacée pour fixer la chlorophylle et qu'elle soit bien verte et tout, bien cuite. Pourquoi? Donc ça se fait de plus en plus aujourd'hui, tu vois. Mais pourquoi tu te dirais pas, en fait, moi, l'asperge, je veux pas la cuire comme ça. Je veux la cuire directement à la poêle ou directement à la plancha. La faire griller, tu vois. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vois? Personne t'en empêche.
Pareil parce que je te parle de l'asperge parce que c'est la saison en ce moment. L'asperge blanche. Pareil, l'asperge blanche, on l'a blanchie, etc. dans le lot. Pourquoi tu la fais pas rôtir? Qui t'en empêche? Personne. Tu vois? À part si tu as un chef au-dessus de toi qui te dit, qui t'impose le truc. Mais quand tu deviens chef et que tu crées tes propres recettes, lâche-toi. Fais-toi plaisir, tu vois. Les amis, je vous le dis tout de suite, on va déborder, ça va faire plus d'une heure parce que j'ai trop de questions. Je vais juste revoir la caméra parce que ça fait déjà 30 minutes. En fait, j'ai trop... Avant de parler un peu plus pas Komodo. Camondo. Waouh, le Komodo. Komodo, c'est quoi? C'est dans la voiture, ça, le Komodo? Komodo, c'est pas une espèce en Indonésie le dragon de Komodo? Alors ça, je connais pas. Mais je crois qu'en mécanique, il y a un Komodo aussi. Ah ouais? Alors ça, la mécanique, par contre. Camondo, pardon. Avant de parler du restaurant, j'aimerais que tu me valides un truc. Parce que ça me saoule, moi. Dis-moi. Quand je fais mes courses. Ah, je le cite, hein, Franprix, Carrefour, tous ces trucs-là. Là, je vous cite, c'est bon, il y en a marre. Mais on va prendre l'exemple du gingembre. Ouais. Le gingembre, quand tu vas dans leur rayon, c'est devenu la cuisse à Usain Bolt. Tu vois? Oh, c'est énorme, c'est ça? Ah, ouais. C'est balèze, tu vois. Ouais. Alors que le vrai gingembre, le bio, il est fin, tu vois. Et en fait, est-ce que, s'il te plaît, tu peux dire face caméra aux gens d'arrêter d'acheter n'importe quoi, s'il te plaît? C'est pas n'importe quoi, j'exagère. Mais est-ce que c'est vraiment important ou est-ce qu'on peut négliger, on peut se dire, ok, gingembre biceps ou gingembre plat Ça, je vais pas être aussi radical que toi. je m'explique rapidement. Aujourd'hui, il en faut pour tout le monde. Tu vois, on est dans une phase où il faut nourrir une planète qui fait, je crois, 7 milliards et quelques, ou peut-être même plus. On est à 8, on va peut-être 8 milliards. Donc, tu vois, ça grossit. Donc, il faut nourrir la planète entière. En France, on fait partie de cette planète. La population française augmente aussi. Tu peux pas dire à la population française, tu peux dire peut-être que tu peux dire ça aux riches, aux personnes qui ont les moyens de manger bio, de manger des choses qui sont un peu plus chères que d'autres, etc. La population qui n'ont pas forcément les moyens, tu peux pas leur interdire, tu vois. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Il en faut pour tout le monde. À cette population modeste, par contre, tu peux leur dire, et j'insiste là-dessus, manger de saison. Arrêtez d'acheter des courgettes au mois de décembre. Ah oui, alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je suis même pas dans l'histoire de manger de saison. Parce que un gingembre au Franprix, frérot, les Franprix, c'est cher. Ouais. Et je crois que c'est le même prix ou plus cher que si tu vas chez Naturalia, par exemple, ou Biocop, ou un truc comme ça. C'est là où je veux en venir. En gros, c'est pas ne consommez pas, etc. Prenez la quantité, c'est plus faites attention à ne pas vous faire avoir dans ce truc-là. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Tu vois. C'est-à-dire faire avoir. Bah, pour moi, alors c'est vrai, c'est une bonne question parce que mon interprétation, c'est le biceps, le gingembre biceps, je vais l'appeler comme ça. Pour moi, naturellement, c'est pas un vrai gingembre. Pourquoi c'est pas un vrai gingembre? Parce que tu penses qu'il est transformé? Moi, je pense qu'il est, je pense que vraiment, il est ultra modifié, le truc, tu vois. Où il est pimpé à fond et du coup, il perd énormément de ses valeurs. Ça, malheureusement, je suis pas un spécialiste du gingembre. Ouais. Donc, je pourrais pas te dire. Mais si tu fais référence, si je fais la comparaison entre... quand je suis allé à New York, je suis allé un peu me faire les fruits et légumes et je voyais des pommes. C'est la taille de ma tête. C'était des pastèques. Mais franchement, ils étaient comme ça, mais énorme, énorme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est ce qu'ils mettent dedans, tu vois. Je pense que c'est les OGM, les choses comme ça. Oui, ça faut éviter, tu vois. Alors peut-être que c'est pareil du coup avec le gingembre. Pour moi, c'est pareil. Du coup, là, je suis d'accord avec toi. Éviter les choses qui vous paraissent grosses, énormes, bien faites, trop lisses, brillantes, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur que ce soit la majorité des aliments qu'on retrouve à Carrefour,
à Franprix, dans des, tu vois, dans des lieux comme ça. Euh, Est-ce que c'est... Après, t'as aussi l'histoire de ça vient de loin. Est-ce qu'il faut acheter français? Est-ce qu'il faut, tu vois, circuit court, etc. C'est une logistique, ça aussi. C'est une logistique. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu peux pas obliger tout le monde à acheter français. On va dire, faut faire le maximum. Tu vois, je pense qu'il faut pas être moralisateur. Ouais. Aujourd'hui, faut pas l'être parce que tu vas créer des crispations, tu vas créer du conflit, tu vois. Et il faut, je pense, insister, encore une fois, je vais être chiant avec ça, tu vois, mais insister d'abord sur les bases. Et les bases, c'est quoi? C'est la saisonnalité. Plus vous mangerez de saison, plus vous acheterez mieux, au bon prix et meilleur. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. Surtout que selon la classe sociale et professionnelle, socio-professionnelle, bah, t'as des gens qui ont déjà beaucoup de combats, donc rajouter Bien des charges sûr. mentales, Voilà, C'est- tu rajoutes des charges mentales, c'est compliqué. c'est compliqué. Et surtout dans notre communauté, tu vois, nos plats, comme c'est des plats méditerranéens, t'as souvent C'est complet. courgettes, Ouais. couscous, tu vois, aubergines, etc. C'est vrai. Tu vois, ma mère, je l'ai saoulée, mais vraiment saoulée, et lui dire, maman, tu arrêtes, l'hiver, dans le couscous, tu mets pas de courgettes. Ouais, je comprends. Tu vois, mais franchement, et elle a arrêté. Ouais. Tu sais, j'ai eu à peu près le même combat avec ma mère, bah parce que nous, alors, marca douez, enfin c'est des tagines en gros, c'est des plats Ouais, en sauce. ouais. Et elle comprenait pas, elle me disait, bah je comprends pas, je mange bien, je mange équilibré, parce que ça, effectivement, il y a des légumes, Ouais. il y a de la viande, il y a ce qu'il faut. Mais ça s'accompagne de pain et de beaucoup de sauce. Ah, chez nous, le pain. Tu vois, tu vois, Faut doser. faut doser les amis, faut doser, c'est bon, hein. Manger arabe, c'est bon. Franchement, on a une culture culinaire extraordinaire. Ah ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Je trouve que encore aujourd'hui, elle n'est pas assez mise en avant, tu vois. Et je trouve ça dommage. Alors, de plus en plus, tu vois, je vais citer des amis, c'est pas parce que c'est des amis que je les cite, mais parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et ce qu'ils développent. Au Maroc, on a aujourd'hui Abdel Alaoui qui fait quelque chose de très bien avec les choucranes. Il a 2 restos à Paris. Ouais, il a ouvert son deuxième resto là, et je pense qu'il va en ouvrir encore. Et on a Nanora avec Katia qui ont Majouja, qui font de la cuisine algérienne. C'est extraordinaire. C'est Je pense vraiment- qu'il en faut plus. Il en faut plus. Je pense qu'ils mettent en avant cette gastronomie. Alors, pour avoir mangé chez Choukran, déjà, d'une, c'est extrêmement bon. C'est bon. Très quali. Mm. Le décor, il est incroyable parce que tu te sens au Maroc. Ouais, c'est cool. Franchement, C'est c'est cool. vraiment. Il a repris tous les codes du souk, Ouais, des ouais, ambiances, et le fauteuil en faux Louis Vuitton. Enfin bref. Et là où il est très fort, c'est qu'il, d'une certaine manière, alors c'est pas il s'est réapproprié, mais il réutilise la culture en mixant un peu les univers. Ça veut dire qu'il va te faire manger une shebakia, donc une pâtisserie avec la soupe, tu vois, avec la harira par exemple. Il va te faire des bestellas en format samoussa. Mais en fait, l'équilibre, il est Ouais, incroyable. c'est très très bon. Ouais. Ouais, c'est très très fort, vraiment, c'est Ouais, très ouais. quali. Et pour certains Marocains, il fait de la cuisine algérienne parce que tu sais, lui, il est de la frontière Oujda Oujda, ouais. Donc il mixe un peu aussi les deux et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, ouais, c'est très Franchement, fort. sa cuisine, elle est hyper intéressante. Ouais, ouais, vraiment, bravo à lui en tout cas. Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'on parle un peu du Camondo, du coup. Ouais. Comprendre un peu l'environnement de travail que tu as. Comment tu t'organises, quelles responsabilités tu as vis-à-vis de l'équipe que tu as Mhm. et des clients aussi, du cadre aussi qui Ouais. est, allez, je vais dire entre guillemets, différent parce que tu as une forme de capacité d'adaptation, même si tu as vécu en pavillon, tu as vécu dans un quartier. Est-ce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je sais que j'ai pas envie de te poser la question, est-ce que tu as la sensation de te travestir parce que ça n'a pas de sens de te poser cette question-là, mais en même temps, est-ce que tu dois t'adapter? Non, parce que en fait, je m'adapte pas. Dans le sens où ma carrière,
je l'ai fait que dans des endroits prestigieux, tu vois. J'ai bossé pour des grands chefs. J'ai bossé pour Joël Robuchon, Alain Ducasse, Stéphanie Lequelec. C'est que des maisons étoilées. Et j'ai travaillé culinairement les plus beaux produits qui existent, tu vois. Donc ça, au niveau de la cuisine, c'est pas que je me suis embourgeoisé, mais j'ai eu l'habitude de caviar, truffe, turbo, du bar, etc. Du homard, enfin tout ça, tous ces produits-là, je les ai eu entre les mains, je les ai, tu vois. Donc le cadre, je l'ai eu aussi. Quand je suis arrivé au Camondo, le cadre est magnifique, le 8e arrondissement, c'est un quartier où voilà, les gens ont un peu les moyens. Donc ça m'a pas vraiment changé. Euh, le mot adaptation n'est pas forcément le terme, mais c'est plus un ancrage que j'ai pérennisé, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais tu vois, j'ai subi très peu de discrimination pendant ma carrière, honnêtement. J'en ai subi une fois, mais Ah, t'es arabe? voilà, c'est ça. Voilà. J'avais jamais vu avant. C'est ça, mais après, ça s'est très bien passé avec mes chefs. Enfin, j'ai jamais vraiment eu de soucis. Et en fait, aujourd'hui, avec mes équipes, je suis très proche d'eux. Je leur donne beaucoup. Et mon équipe il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, en cuisine et en salle, tu vois. Et ça marche très bien comme ça. Mon management, il est en aucun cas violent, il est en aucun cas rabaissant. Au contraire, je suis à l'écoute. Et ça se passe hyper bien. En fait, je fais confiance à mes équipes me font confiance. C'est un donnant-donnant, tu vois, aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'un jour, il n'y a pas de problème. Enfin, Ouais. tu vois, il n'y a pas de non, c'est pas possible, ou faut négocier à la mort avec le chef, voilà. Non, enfin, on a une vie de famille à côté. Pour moi, si t'es heureux au travail, t'es heureux dans ta vie de famille, t'es heureux dans ta vie de famille, t'es heureux au travail. Et si t'es heureux dans ta vie de famille, t'es beaucoup plus productif au travail, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je refuse que mes équipes, mes collaborateurs viennent avec la boule au ventre. C'est impossible pour moi, tu vois. C'est pas possible. C'est que Parce que ça impacte. ça m'impacte moi personnellement. Ok. Parce que j'ai pas envie que mon employé subisse ça. C'est pas normal aujourd'hui. Tu peux pas aller au travail avec la boule au ventre. En plus, si tu arrives en plus avec la boule au ventre, tu vas mal faire ton travail. Puisque tu vas le faire par contrainte. Et tu vas pas le faire par plaisir. Tu vois ? Et surtout que ça se ressent au niveau de la cuisine, de la nourriture. Hein, Bien sûr, ça se ressent. Si tu cuisines avec le frein à main à reculons, ça se ressent tout de suite. Si tu cuisines avec amour, avec envie, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Même avec tristesse, les gens ressentent. C'est ça qui est fou avec la cuisine, c'est que tu ressens les émotions de la personne qui a préparé. C'est incroyable. Les gens pensent que c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. C'est incroyable. T'as des histoires à nous raconter à ce niveau, des preuves sociales? Ouais, bien sûr. Moi, personnellement, Ouais. pendant que je fais mes essais, pendant que je fais mes recherches de plats, une fois, j'étais pas bien. Ça m'arrive, tu vois. Et j'étais pas bien, tu vois, à la maison. Enfin, j'étais dans une mauvaise période. Et donc, j'ai créé un plat, mais je l'ai créé sans conviction, sans amour, tu vois, sans âme. Je l'ai goûté, c'était horrible. Mais quand je dis que c'était horrible, c'était immangeable. Pourtant, t'as mis les mêmes ingrédients, la même quantité. J'ai mis les mêmes ingrédients, j'ai fait comme d'habitude, tu vois. C'était imbouffable. C'est fou. Imbouffable, tu vois. Alors, comment il s'appelle je crois que c'est le docteur, c'est Yamamoto. Le test du riz. Je sais pas s'il est docteur. Ouais, en tout cas, c'est un spécialiste du riz. Ouais. enfin, je veux dire, je sais pas s'il est biologiste ou un truc comme ça, mais il a fait le test du riz. Pour les gens qui connaissent pas, en gros, il a pris 2 bocaux, il a fait cuire du riz. Il a mis du riz dans chacun des bocaux.
Et sur un des bocaux, il écrit je t'aime, et sur l'autre, il a écrit je te déteste. Et pendant plusieurs jours, il passait devant le bocal où il y avait écrit je t'aime, il lui disait plein de mots d'amour. Et juste après, le bocal où il avait écrit je te déteste, et il l'insultait. Et le bocal qui avait reçu de la haine pourrissait plus vite que l'autre, qui lui se conservait de beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'était des preuves. Et il a fait aussi ça avec l'eau. On voyait au microscope que les cellules de l'eau n'étaient pas organisées de la même façon et tout. Donc ça prouve qu'il y a une connexion, il y a un lien avec tout. En Alors, réalité. j'ai entendu, mais est-ce que c'est véridique? Ah oui, oui, Ouais, ouais, il y a c'est des... véridique. oui, oui, c'est véridique. Bah, il y a plein de gens qui l'ont testé. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a Ouais. plein de gens qui l'ont testé. Mais ça serait intéressant que tu C'est le vrai? testes avec tes Bah, employés. franchement, ouais, grave. Je viendrai te filmer en cuisine d'ailleurs. Ah, par contre, c'est sûr que si j'insulte un employé tous les jours et que je dis à un employé je t'aime tous les jours, celui que j'insulte tous les jours, il va partir. Hein. Alors, j'étais pas aussi sadique dans le truc, je parlais pas des employés, je dis juste si tu veux tester avec du riz dans tes. Ah ouais? Mais toi, je sens que t'as envie de taper dans le sac quand même. Euh, c'est quoi les principales valeurs du restaurant qui fait son succès aujourd'hui? Je pense qu'en fait, ce qu'on met en place avec les équipes au niveau du bon vivre ensemble, ça se ressent dans l'ambiance du restaurant. Tu vois, le midi, les clients, c'est une clientèle business, très business. Ils sont contents d'être là parce qu'ils mangent bien, mais aussi l'ambiance est bonne, tu vois. Le soir, c'est pareil. C'est des clients qui viennent un peu de partout et l'ambiance est cool. Tu vois, on mange bien, l'ambiance est peace, c'est cool, et je pense que ça fait aussi le succès du restaurant. On fait beaucoup d'événements aussi, mariage, donc Traiteur. traiteur, ouais. Donc et ça se passe hyper bien. C'est on a accueilli un mariage il y a 2 semaines. Enfin, les mariés étaient ravis, quoi. Parce que ça se ressent. En fait, il n'y a pas de stress, il y a une bonne ambiance, enfin, c'est cool, quoi. On arrive à la fin là. Bon, j'ai débordé, je vais assumer, je couperai pas. C'est vrai? Ouais, parce que je suis dans le lâcher prise. On en a parlé un petit peu dans le podcast précédent avec Sarah Elata. Petite question, est-ce qu'on peut juger la valeur d'une personne à sa façon de cuisiner? La valeur d'une personne? Ouais. Putain, bonne question. Ça, vous savez, quand on me dit bonne question, ou quand on me dit c'est une question qu'on m'a jamais posée, c'est tellement satisfaisant. Franchement, c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est une très bonne question. Je sais même pas si je pourrais y répondre. Mais instinctivement, je te dirais oui. Tu sais, le métier de cuisinier, c'est un métier qui est quand même très ingrat dans le sens où on est jugé tout le temps. Tu vois, Ouais. on est à nu. Tu vois, c'est incroyable. Enfin, on se rend pas compte. Mais par exemple, tous les midis, tu vois, il y a mon nom sur la carte. Tous les midis, les clients, ils vont juger Mehdi Boussena de ce qu'ils vont manger, tu vois. Et le soir, c'est pareil, rebelote. 7 jours sur 7. Voilà. T'es jugé. Tu vois, c'est comme si toi, tu sortais dans la rue dehors, les gens que tu croisais te jugeaient. Tu vois, ouais, bah là, il est habillé comme ça, là, il s'est mal rasé, là, tu vois. Bah là, ils te jugent. Ils te jugent en plus ton intérieur. Parce que ce que tu mets dans tes plats, c'est toi. Tu vois, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire ressentir. C'est tes émotions à toi, tu vois. C'est ton caractère. C'est tes valeurs aussi. Ah ouais. Tu vois. J'avoue. Donc, ils jugent tes valeurs, mine de rien. Donc, ouais, je pense que à travers ta cuisine, je pense que tu peux ressentir les valeurs de quelqu'un. Je pense. C'est fort. À chaque fin d'interview, d'échange, je fais en sorte de faire un parallèle avec les cultures urbaines, au sens très large du terme. Et là, j'ai choisi ce livre de Khalil Gibran qui s'appelle La voix de l'éternelle sagesse. D'accord ? Ok. Et en fait, c'est un peu comme le prophète, c'est un peu comme le guerrier de la lumière, tu vois, c'est des petites pages avec des sujets bien précis. Et là, j'ai trouvé une page, le chapitre 8, qui parle de sagesse. T'as fait exprès la sagesse ou pas? Pas du tout. Là, pour le coup, ça a été le ressenti que j'ai eu quand j'ai préparé ton interview.
Donc c'est ce qui m'a parlé. Je vais te lire un passage et après je vais te poser une question. Les richesses de l'esprit embellissent les visages de l'homme et font naître la sympathie et le respect. L'esprit en chaque être se manifeste dans ses yeux et son expression, dans tous les mouvements et les gestes de son corps. Notre apparence, nos paroles, nos actions ne sont jamais plus grandes que nous-mêmes, car l'âme est notre demeure. Nos yeux sont ses fenêtres et nos paroles ses messagers. La connaissance et la compréhension sont les fidèles compagnes de la vie, qui jamais ne vous trahiront. Car la connaissance est votre couronne, la compréhension votre sceptre. Et quand elles sont avec vous, vous ne sauriez posséder de plus grands trésors. Celui qui vous comprend est plus proche que votre propre frère, car même vos propres parents ne peuvent vous comprendre ni connaître votre vraie valeur. Donc là, il y a vraiment une forme de sagesse qui m'a beaucoup touché, mais il y a aussi une forme de, comment dire, de transmission de cette sagesse-là, tu vois. Et un peu plus tôt, il parle aussi de maître et de disciple, et je voulais faire ce parallèle-là justement avec ce côté où toi, aujourd'hui, tu es le maître, là où avant, tu étais le disciple de quelqu'un. Quel secret tu pourrais donner à ton futur disciple avec beaucoup de sagesse? Déjà, je sais pas si t'as fait exprès, mais Mehdi, ça veut dire le sage. Ah, Je sais pas si c'est un lien, mais tu vois, regarde. C'est comme la connexion avec la nourriture. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui je me considère comme un maître? Parce que je pense qu'un maître, pour moi en tout cas, il a plus rien à apprendre. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Je suis on va dire dans la fleur de l'âge, et oui, tu as raison, je peux transmettre ce que je sais, et je peux transmettre aussi ce que je ne sais pas. Parce que la transmission, ça passe aussi par là. Quand je dis je peux transmettre ce que je ne sais pas, ça veut dire il y a des choses que je n'ai pas faites, que je peux transmettre à mes équipes et leur dire faites-le à ma place, tu vois. Découvrez aussi par vos propres moyens. Ce que je transmets à mes équipes aujourd'hui essentiellement, c'est être la tolérance, être respectueux, travailler dur. C'est essentiellement ça en fait. Parce que la technique, enfin, tout le monde peut l'apprendre avec la répétition du geste, etc. La cuisine, ça s'apprend aussi avec la répétition du geste. Avec un peu de travail. Mais tout ce qui est tolérance, respect d'autrui, c'est quand même quelque chose qui vient plus profond de toi, tu vois, qui vient du cœur, etc. Et je pense que ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et je pense que ça peut venir que, entre guillemets, des anciens, même si je me considère pas du tout comme un ancien, tu vois. Mais par l'éducation de mes parents, encore une fois, j'essaie de transmettre ce que mes parents m'ont transmis, tu vois. Et c'est essentiellement ça. La tolérance, le respect, le travail. Magnifique. Dernière question pour toi, comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan. Le bilan de mon début de carrière. Je peux pas faire le bilan aujourd'hui parce que c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et tous les jours on se remet en question, tu vois. Tous les jours. Est-ce que la vie mérite d'être vécue? Bien sûr, alhamdoulilah. La vie, on a une chance, mais c'est incroyable la chance qu'on a aujourd'hui. Tous les matins, quand tu te lèves, alhamdoulilah. Enfin, pour moi, tu vois, parce que, petite anecdote, je sais que t'aimes bien les anecdotes, en rapport avec la cuisine, tu vois, je me suis rendu compte que la chance que j'avais dans ma carrière de cuisinier, c'est quand je travaillais pour Alain Ducasse au deuxième étage de la Tour Eiffel, au Jules Verne. Il y avait une étoile Michelin. Et j'étais au cuisson poisson, tu vois.
en plein service. Je me rappelle comme si c'était hier. Je cuisais des Saint-Jacques, d'accord? Et je me suis arrêté d'un coup et je me suis dit, waouh, je suis au 2e étage de la Tour Eiffel, je travaille pour Alain Ducasse, je suis en train de cuire des Saint-Jacques dans un restaurant 1 étoile Michelin. Waouh, un truc de fou. Et j'ai pris conscience de la chance que j'avais, tu vois. Alors, la chance, tu la provoques, enfin, je sais pas si c'est de la chance, parce que c'est quand même aussi beaucoup de travail, tu vois. Mais je me dis, ouais, merci la vie, tu vois. J'ai une fille incroyable, j'ai une future femme incroyable, j'ai des parents incroyables, des frères et sœurs incroyables, une famille incroyable, des amis incroyables, un travail, c'est même pas un travail, tu vois, je fais à manger, je fais de la cuisine, c'est comme les footballeurs qui jouent au foot, tu vois, c'est incroyable, donc ouais, mais la vie est belle. Ouais, bah écoute, la vie est belle. Magnifique, un grand merci à toi Mehdi. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir vraiment. J'espère que je n'ai pas trop parlé et que je n'ai pas été trop long. Oh, si, t'inquiète pas, c'était génial. Moi j'ai kiffé, je les ai pas vus. 1h24, incroyable. C'est vrai que c'est passé vite. Hein. Ouais, ultra vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver au restaurant, au Camondo. Et on peut me retrouver sur les réseaux. C'est Medipil, donc M-E-H-D-I, voilà, petit jeu de mots. Voilà. Pile, P-I-L-E. Pas trop sur TikTok, je vais essayer de me lancer, mais TikTok j'y arrive pas trop, franchement c'est dur. Facebook pas trop non plus, mais bon, plus sur Insta. Principalement sur Instagram et au resto. Voilà. Ouais. Si après avoir mangé, on peut demander au chef de venir pour le remercier, le complimenter. Avec plaisir, je vous ferai visiter les cuisines, le restaurant. Vous pouvez même venir cuisiner avec moi si vous voulez. Oh là là, t'as parlé frérot. Je vais venir direct. Ah, avec plaisir. C'était cool, merci à toi. Merci beaucoup. Franchement, c'était un réel plaisir. Merci.